Donc, on est le 12, hein, le 12, 12 février, là, il a neigé le 11 et le 12 février. Bon, toute cette semaine-ci, là, il a fait froid et bon, on sentait depuis quelques semaines que le froid hivernal, je veux dire, allait prendre de l'ampleur. Ça se sentait, ça se voyait. Bon, les météorologues ne cessaient pas de dire qu'il allait, je veux dire, faire mauvais. Bon, ceci étant dit, 12 février, c'est aussi demain le mardi gras, carnaval. Carnaval dans le froid. Voilà. C'est plutôt rare de voir des mardis gras sous la neige, mais enfin, euh, la météo, euh, elle est ce qu'elle est. Elle est ce qu'elle est. Voilà. Bon, maintenant, on va voir. On est toujours dans l'étude de l'hypocycloïde, que j'ai dit que j'allais toujours la dénommer par son autre nom, astroïde. Mais cette fois-ci, on va faire une étude fort importante. Donc, ce qu'on sait maintenant, c'est qu'on a son domaine, elle est dans une zone bien précise, on a ses maximums, et voilà, on sait bien que où elle va se trouver. Donc c'est pas une fonction, on avait dit que c'est pas une fonction, mais plutôt une courbe, parce qu'en fait, pour un x, on peut pas avoir deux y, hein. Et c'est le cas ici, pour un x, on va avoir deux y. Cette fois-ci, maintenant, je vais étudier la symétrie. La symétrie. Alors, comment étudier cette symétrie? Le problème, c'est que j'ai pas beaucoup de marqueurs qui fonctionnent, mais il faudrait que je retourne au magasin. Voilà. Est-ce que ceci, ça fonctionne? Ça, oui. Voilà, je vais écrire avec ceci. Bon, donc on va étudier la symétrie, et on va partir à partir d'une valeur connue. Donc on va partir à partir de la trigonométrie, sinus θ, x égale cos θ, et y égale sin θ. On va prendre r égale 1 pour l'hypocycloïde. Donc on a x égale cos cube de θ, et y égale sin cube de θ. Bon, je vais prendre θ égale pi sur 4. Bon, si θ égale pi sur 4, ben, le x égale racine 2 sur 2, et le y égale racine 2 sur 2. Voilà. On sait bien que dans le cercle trigonométrique, ici on est à, si on a 45 degrés, pi sur 4 c'est 45 degrés, bien on a les valeurs on est sur la bisectrice, et donc les valeurs sont les mêmes. Et elles valent exactement racine 2 sur 2 et racine 2 sur 2. Maintenant, pour pi sur 4, donc on a, pour l'hypocycloïde, on a racine 2 sur 2 au cube. Et l'autre aussi, ce sera la même chose, racine 2 sur 2 au cube. Et là, ça va donner 2 racine 2 sur 8, ce qui fait racine 2 sur 4. Oui, pourquoi? Parce que racine 2 fois racine 2 fois racine 2, ben, c'est racine 2 fois racine 2, ça fait 2, et il nous reste 2 racine 2. 2 racine 2, je le marque au numérateur, et 2 au cube, ça fait 8, donc au dénominateur, ça fait 8. Et 2 huitièmes, ça fait un quart. Donc on a racine 2 sur 4. Donc autant dire qu'on aura aussi une bisectrice où les valeurs seront égales. Alors, sur la bisectrice, les valeurs sont égales, aussi bien en x qu'en y. C'est normal parce que si le cosinus et sinus ont la même valeur, ben, le cos cube de θ et le sinus cube de θ ont la même valeur, fatalement. Et ça, c'est valable pour quelle valeur? Pour pi, pour θ égale pi sur 4, mais pour d'autres valeurs aussi. Donc on aura pour pi sur 4,
mais aussi pour... en valeur absolue, les valeurs seront égales pour pi sur 4 pour 1 pi sur 4, 2 pi sur 4, pour 3 pi sur 4, 4, 5 pi sur 4, 6, 7 pi sur 4, 8, 9 pi sur 4. Pour 9 pi sur 4, on retombe en pi sur 4. 9, 10, 11 pi sur 4, on retombe sur 3 pi sur 4. 11, 12, 13 pi sur 4, on retombe sur 5 pi sur 4. Et un nombre de tours de fois bien précis. Donc sur les bisectrices, les valeurs de sinus et cosinus sont égales. Et elle vaudra pour l'hypocycloïde racine 2 sur 4. Racine 2 sur 4. Ce qui veut dire que pour l'hypocycloïde, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que les valeurs max sont là, mais on sait bien que pour la bisectrice, on a des valeurs symétriques, qui est ici moins racine 2 sur 4 en y, et en x, racine 2 sur 4. Là, en x, racine 2 sur 4, en y, racine 2 sur 4. Là, en x, en y, racine 2 sur 4, et en x, moins racine 2 sur 4. Ici, pour ce point-ci, moins racine 2 sur 4 en x, et moins racine 2 sur 4 en y. Voilà. Donc, on a, ici, j'ai 3 points de passage. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Autant dire qu'on commence à voir une symétrie. Hein. On commence à voir une symétrie apparaître. Symétrie, donc on est presque sûr à 100% qu'il y aura une symétrie. Mais je ne l'ai pas encore prouvé, mais ça se voit. On l'avait déjà vu auparavant par intuition. Maintenant, ça commence à se sentir de plus fortement, jusqu'au moment où je vais pouvoir le dire via des propriétés trigonométriques par après. Alors maintenant, continuons avec nos points. Voilà. Ça, c'est pour θ égale pi sur 4. Rappelez-vous qu'ici, on était en θ égale 0 pi demi, θ égale pi demi, 1 pi demi, 3 pi demi, 2 pi demi ici, pardon, 3 pi demi ici, et 4 pi demi, on retourne en 0 pi demi, et là on a pi sur 4, θ égale 3 pi sur 4, sur les bisectrices, θ égale 5 pi sur 4, et enfin θ égale 7 pi sur 4. Vous voyez qu'on parcourt dans le sens entérologique. Et on commence à sentir une symétrie apparaître. Bon, alors maintenant, voyons voir autre chose. Alors, si je prends, si θ est égal à pi sur 3, pi sur 3, ben, le cosinus de pi sur 3, bon, pour connaître les valeurs de cosinus, c'est facile. Hein. Vous faites un tableau comme ceci, vous mettez θ égale 0. Les angles remarquables, c'est 0, 30, 45, 45 degrés, 60 degrés, c'est plutôt pi sur 6, pi sur 3, 60, 60 et 90, pi demi. Voilà les angles remarquables. Et là, le cosinus θ, enfin, on va mettre le sinus θ et le cosinus θ. Bon, là, c'est facile. Il suffit de compter 0, 1, 2, 3, 4. Et là, vous décomptez 4, 3, 2, 1, 0. Vous prenez les racines carrées partout. Et vous divisez tout par 2. Et vous avez les valeurs trigonométriques de sinus et cosinus. Et là, il suffit d'aller voir dans le tableau. Cosinus pi sur 3, le cosinus, il vaut 1,5.
puisque racine de 1, ça fait 1, ce qui fait 1 demi. Voilà. Alors, aidez-vous de ce tableau-là pour connaître les valeurs de trigonométriques. Voilà. Donc, cosinus et le sinus de pi sur 3. De pi sur 3, pi sur 3 c'est 60 degrés, hein, 180 divisé par 3, 2pi c'est 360, pi c'est 180, puisque c'est la moitié de 2pi, 180, et 180 pi divisé par 3, c'est 180 divisé par 3, ce qui fait 60 degrés. Pour 60 degrés, j'ai en cosinus 1 demi, et en sinus, j'ai racine 3 sur 2. Sinus pi sur 3, on a égale racine 3 sur 2. Voilà. Et comme ils sont complémentaires, sinus et cosinus sont complémentaires au premier cadran, on peut dire que le sinus de pi sur 3, qui vaut racine 3 sur 2, vaut le cosinus de pi sur 6, qui vaut racine 3 sur 2. Hein, le sinus de pi sur 6 est égal au sinus de... le sinus de pi sur 6 est égal au cosinus de pi sur 3. Ils sont complémentaires, ils ont les mêmes valeurs de sinus et cosinus pour des angles complémentaires. Et les angles complémentaires, comment trouver 30 à partir de 60? Ben, vous faites 90 moins 30, vous avez 60, ou 90 moins 60 égale 30, et vous avez les deux angles complémentaires par rapport à 90. La somme des angles fait 90, quand deux angles font 90, ils sont complémentaires et ils auront les mêmes valeurs pour ces différents angles-là de sinus et de cosinus. Voilà. Alors, ce qui veut dire par là que si je prends le complémentaire, je prends, là j'ai pris 60 degrés, là je prends maintenant le complémentaire de 60, je prends 30 par exemple. Voilà, 190 par 6, ça fait 30. Et là, en cosinus, c'est racine 3 sur 2. Et en sinus, c'est 1 demi. Puisqu'ils sont complémentaires. Sinus pi sur 3 et cosinus. Sinus pi sur 6 et cosinus pi sur 3 sont égales ensemble. Et le cosinus de pi sur 6, qui est complémentaire à pi sur 3, est égal au sinus de pi sur 3, qui est racine 3 sur 2. Voilà. Si vous avez compris ça, vous avez tout compris. Là, les angles complémentaires. Voilà. Alors, ceci étant dit, on va voir maintenant pour l'hypocycloïde ce que ça donne. Alors, cos cube de pi sur 3, qui est x, bien sûr j'ai pris r égale 1, et y égale sinus de cube de pi sur 3. Voilà. Donc on sait bien que le cos cube en x c'est 1 demi, qu'il faut mettre au cube. Voilà, et on obtient 1 huitième. Pour le y, on a racine 3 sur 2. Au cube, on obtient 3 racine 3 sur 8. Alors, vous voyez qu'ici, j'ai pris 1 demi. Mais quand on met, regardez bien, c'est fondamental pour les explications ici pour l'hypocycloïde. Quand on a pris 1 demi, si je prends le cube, bien le 1, il est plus petit que le dénominateur. Le 1 qui est au numérateur est plus petit que le dénominateur. Donc, si je prends le cube, fatalement, le numérateur sera plus petit que le dénominateur. Puisque si j'ai déjà pris le numérateur qui est plus petit que le dénominateur, ben son cube sera plus petit que le dénominateur. Fatalement. Puisque j'ai A sur B avec A plus petit que B. Donc, A cube sera plus petit que B cube. Donc, A cube sur B cube sera d'autant plus petit que A sur B. C'est de la logique pure. Donc, ici, ce qui veut dire que donc, on a 1 demi. 1 demi, 1 huitième pour x. Pour x. 1 demi, 1 huitième pour x. J'ai 1 huitième pour x. Et pour y, vous voyez que le racine 3 est plus grand que 2. Parce que la racine 3, je crois que c'est 1,7, 1,70 73. Racine 3 sur 2, ben 2 est plus petit. Donc autant dire que si j'ai A sur B avec A plus grand que B, fatalement A cube sur B cube, bien
a cube sur b cube sera plus grand que a sur b. Pourquoi? Parce que, contrairement à tout à l'heure, le numérateur ici était plus petit que le dénominateur. Si je les mets au cube, et fatalement, on a une fraction plus petite. Hein, un demi est plus grand qu'un huitième. Hein, parce que c'est ça que ça veut dire. Si je mets un demi, ben, je vais avoir quelque chose de plus petit. Si je mets au cube, je vais avoir plus petit, parce que le numérateur est plus petit que le dénominateur. Donc, le dénominateur sera au cube plus grand. Donc, je vais diviser par quelque chose de plus grand, donc fatalement, le nombre est plus petit. Par contre, si je mets un nombre grand numérateur par rapport au dénominateur, 3 racine 3, 1,7 fois 3, racine 3 sur 2, racine 3 sur 2, racine 3, c'est 1,7, oui, ici c'est 1,7, 1,7 et j'ai toujours 2, donc le dénominateur sera d'autant plus grand ici, donc on a toujours, ici on a toujours le même cas. On aura un numérateur plus petit que le dénominateur, donc quand on va mettre le dénominateur au cube, la fraction 3 racine 3 est plus petit que 3 racine 3 sur 8 sera d'autant plus petit que racine 3 sur 2. Voilà, on va dire ça comme ça. Voilà, donc je vais représenter ça. Ce qui veut dire que pi sur 3, on a pris pi sur 3. Pi sur 3, pi sur 4 c'est 45 degrés. Pi demi c'est 90. Et ici je viens de prendre pi sur 3. Pi sur 3, c'est 190 par 3, ça fait 60. Donc on est dans cette zone-là. On est entre 90 et 45. On est dans cette zone-là. Bon, mais on a trouvé combien? Sachant que pour θ égale 45, j'ai oublié de marquer la valeur, c'est racine 2 sur 2 au cube, ce qui fait 2 racine 2 sur 8, ce qui fait racine 2 sur 4. J'avais oublié de le marquer, racine 2 sur 4. Racine 2 sur 4. Non, ici, bon, je le marque sur le premier cadran. En fait, c'est en x et en y. Là, ils sont tous les deux positifs en x et en y. Par contre, ici, racine 2 sur 4 en y, mais moins racine 2 sur 4 en... Voilà, là-bas, il y a des signes. Il y a des signes. Je vais juste regarder ici par rapport au premier cadran. On va étudier le premier cadran. Bon, alors ici, on a trouvé combien pour pi sur 3 qui est 60 degrés. Pi sur 3, c'est ici quelque part. On a trouvé 1/8. Alors, 1/8, c'est 0,125 en x. Et 3 racines 3 sur 8, qui fait presque 1. Donc, on est situé ici quelque part, en fait. Voilà. On a un tout petit x et un grand y, mais qui surpasse le racine 2 sur 4. Donc, autant dire que ce point-là, il est là. Il est situé au-dessus de racine 2 sur 4. Il est situé à gauche, mais plus au-dessus. Voilà. Donc, autant dire que ce point-là va se retrouver là. Et ce point-là va se retrouver là. Et ce point-là va se retrouver là. Pourquoi? Parce que il y a ce qu'on appelle les angles supplémentaires, antisupplémentaires et les angles opposés, hein, qui vont faire en sorte que on va voir. Donc vous voyez que l'intuition de la symétrie viendra de là. C'est par les propriétés trigonométriques de comment est-ce qu'on appelle ça, de supplémentaire, antisupplémentaire et opposé. Voilà. Tout point qui va être dans le premier cadran, mais aura son opposé, enfin son supplémentaire, son opposé et son antisupplémentaire, et donc on aura fatalement une, comment est-ce qu'on appelle ça, une symétrie parfaite. Une symétrie parfaite. Bon, mais là, ça ne suffit pas. Donc ici, ce point-là, c'est juste pour dire que si j'avais pris un angle de θ, θ égale 60, ben, je me retrouvais à gauche de racine 2 sur 4, puisque j'ai quelque chose de plus petit. J'avais trouvé 1/8. 1/8, c'est 1/8, c'est plus petit que racine 2 sur 4, fatalement.
Parce que c'est déjà un quart, c'est 0,25, mais ce 0,25, je fais fois une valeur, racine 2. Alors qu'un huitième, c'est beaucoup plus petit que déjà un quart fois racine 2. Hein. Déjà, c'est déjà plus petit qu'un quart. Mais alors, si je fais un quart fois racine 2, bon, un huitième est d'autant plus petit. Donc, en x, je me trouve bien à gauche de racine 2 sur 4. Bon, maintenant, si je prends racine, le 3 racine 3 huitième, là, fatalement, 3 racine 3, ben, si je dis que racine 3, c'est presque 1, ben, ça fait presque 5, on est 5 huitièmes. 5 huitièmes, c'est d'autant, c'est environ, hein, bon, j'ai pas ma calculatrice ici, 5 huitièmes, on est au-delà de racine 2 sur 4, donc on est au-dessus. On est situé là, dans une zone ici, enfin, dans une zone là. Oui. Donc en fait, autant dire que j'ai un point là, un point là et un point là. Maintenant, je vais calculer pour θ égale entre pi sur 4 et 0 pi demi. Je prends θ égale pi sur 6, qui est 30 degrés. Voilà. Et on va faire le même raisonnement, et on va voir où se situe ce point-là. Voilà. On va prendre pi sur 6 cette fois-ci. Pi sur 6. Pi sur 6. Bon, pi sur 6, c'est racine 3 sur 2. En mettre au cube, ce qui fait 3 racine 3 sur 8. Voilà. Et en y, sinus pi sur 6 au cube, ce qui fait 1 demi au cube. Ce qui fait 1 huitième. Donc j'ai le contraire de ce que j'avais tout à l'heure. Donc ce point-là, cette fois-ci, tout à l'heure j'avais x qui valait 1 huitième. Maintenant, c'est mon y qui vaut 1 huitième. 1 huitième. Tout à l'heure j'avais mon x qui valait 3 racine 3 sur 8. Maintenant, c'est mon... Tout à l'heure, c'était mon y qui valait 3 racines 3 sur 8. Maintenant, c'est mon x qui vaut 3 racines 3 sur 8. Donc, ce point-là, c'est une inversion, juste une inversion des coordonnées x, y. Donc, autant dire qu'il y a ce qu'on appelle un axe de symétrie ici. Il y en a un axe de... la bisectrice fait symétrie. Donc, on a un axe de symétrie. Ici, je suis mal barré parce que je n'ai plus de marqueur. Voilà. Donc autant dire que les points qui seront ici situés, ils vont devenir de plus en plus petits ici pour augmenter de plus en plus ici pour arriver au maximum ici. Donc autant dire que on aura une espèce de symétrie qui va faire ça. Voilà, on aura ceci. Et cette courbe est symétrique par rapport à l'axe de symétrie de la bisectrice. Voilà. Donc j'ai un axe de symétrie qui est en θ égale pi sur 4, où la courbe est symétrique par rapport à la bisectrice ici, et à la bisectrice là. Donc cette partie-là et cette partie-là sont symétriques par rapport à ça, à la première bisectrice. Ouais, mais étant donné les angles supplémentaires, ben, cette courbe-là possède l'axe OY comme axe de symétrie. Donc j'aurai la courbe qui va faire comme ceci. Et donc ceci est un axe de symétrie aussi. Ceci est l'axe OY est un axe de symétrie. La première bisectrice, deuxième bisectrice est un axe de symétrie par rapport à cette partie-là. Donc la bisectrice là est symétrique, définit le symétrique par rapport à cette partie, cette branche-là et cette branche-là de l'arc d'hypocycloïde. Cette bisectrice-là définit la symétrie entre cette branche d'arc d'hypocycloïde ici et la branche d'arc d'hypocycloïde ici. Donc ils sont symétriques là et là. Là et là. Maintenant, ici, cette branche-là, elle est symétrique par rapport à l'axe OX. Et par rapport à l'axe... Oui, par rapport à l'axe OX. Pourquoi? Parce qu'ici, cette courbe-là, elle est symétrique par rapport à celle-là, parce que là, on a le supplémentaire, et celle-là est symétrique par rapport à celle-là, parce qu'on a l'antisupplémentaire. L'antisupplémentaire. Et la branche ici, bisectrice, sera symétrique, définira le symétrique entre la branche de là à là, par rapport à la branche de là à là. Et dernièrement, la branche ici, enfin l'axe OX, définira
Enfin, celui-ci sera symétrique par rapport à ça parce qu'on a les angles opposés en trigonométrie, donc que ce soit les sinus cubes, que je fasse le supplémentaire de sinus ou cosinus, ou de sinus cube ou cosinus cube, ça ne change pas, j'aurai toujours des supplémentaires. Donc l'hypocycloïde possédera ses valeurs supplémentaires. On aura son anti-supplémentaire parce que on a sinus cube et cos cube, donc ça ne change rien par rapport à sinus θ et cos θ parce que les signes ne changent pas. Et donc, quand on a le supplémentaire avec les valeurs trigonométriques sinus cosinus, on aura les supplémentaires avec sinus cube, cosinus cube. Comme on a des valeurs anti-supplémentaires avec sinus et cosinus, les valeurs trigonométriques, mais on l'aura aussi pour les cubes, sinus cube et cos cube. D'où la courbe là sera présente aussi dans le troisième cadran. Et fatalement, pour les opposés, on aura sinus θ et cosinus θ possèdent leur angle opposé. Donc fatalement ici, on aura pour les cos cubes, sinus cube de θ des angles opposés et donc posséderont une arche de l'hypocycloïde qui sera symétrique par rapport, encore une fois, à la bisectrice, cette partie de branche ici, par rapport à cette branche ici. Autant dire qu'on a une symétrie par rapport à OX, OY, par rapport aux branches, aux 4 branches de, comment on appelle ça, enfin par rapport aux bisectrices, et étant donné tout ça, ben, on peut dire aussi que l'origine O est un centre de symétrie aussi. Donc vous voyez que le nombre de symétries que l'on retrouve dans cette courbe, et voilà l'allure, elle est déjà tracée ici. Hein. Bon, j'ai fait quelques points, j'ai permis de démontrer que certains points étaient situés, par rapport aux symétriques ici, enfin, par rapport à un point situé sur la bisectrice, ben, que les points situés entre l'axe des Y et la bisectrice ici, pour ce qui concerne le premier cadran, c'est-à-dire l'arc de parabole ici, ben, que les valeurs de x étaient plus petites que celles de racine 2 sur que, celle qui est en θ égale pi sur 4, et en θ pi sur 4 c'était racine 2 sur 2 au cube. Hein. Racine 2 sur 2 au cube, ce qui fait 2 racine 2 sur 8, ce qui fait racine 2 sur 4. Voilà. Donc ici on a racine 2 sur 4. Et on a racine 2 sur 4 ici. Voilà, un point ici de la courbe, c'est racine 2 sur 4. Et je démontre ici que, enfin, j'ai démontré par après, enfin, je l'ai montré que les x devenant plus petits, mais les y devenant de plus en plus grands. C'est ça que j'ai voulu montrer. Et qu'à à droite de ce point-là, les x devenant de plus en plus grands et les y devenant de plus en plus petits. Donc on a à faire une allure descendante comme ça, et qu'on avait une symétrie par rapport à la bisectrice, et que donc fatalement cette courbe-là était symétrique par rapport à celle-là, et qu'après celle-ci était symétrique par rapport à celle-là, celle-ci était symétrique par rapport à celle-là, que celle-ci était symétrique par rapport à celle-là. Donc enfin elles étaient toutes symétriques. En fait c'est vraiment une courbe hyper symétrique. Et là on revoit notre cercle de construction ici, et on avait bien dit auparavant que les points, qu'est-ce qu'ils faisaient? Les points appartenaient donc, je veux dire, à la zone ici, et c'est bien le cas. C'est bien le cas. Le domaine, c'était bien au travers d'un cercle, et tous les points extérieurs étaient, je veux dire, n'étaient pas pris dans le domaine. Donc voilà, on retrouve bien la courbe ici, c'est une courbe et non pas une fonction, parce qu'on voit bien qu'une fonction ne peut pas avoir, pour un x, on ne peut pas avoir deux y, comme je l'avais dit auparavant. Voilà, bon maintenant, c'est pas terminé, puisque maintenant, je vais prouver par A plus B que cette courbe-là fait bien ça. Mais ça, c'est pour une autre vidéo. Voilà, je vous remercie.